Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce dimanche 20 août 2023. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur une vision au niveau du bullrun. Est-ce que le mouvement qu'on a eu aujourd'hui influe sur le bullrun qui va arriver? Est-ce que c'est une opportunité? Est-ce que c'est quelque chose dans lequel on va s'enfoncer encore plus bas? Est-ce qu'on va aller chercher les 10 000? Je vous donne mon plan pour le bullrun et globalement, principalement, je vous le dis, je suis certain que le bullrun va arriver. C'est une opportunité, je vous spoil un peu et je vais vous expliquer pourquoi, comment et comment je m'y prépare. Et vous allez voir, on va passer en détail de tous les indicateurs, moi, qui vont me viser, de mes zones vraiment précises pour justement mon investissement personnel. Alors, je vais être obligé de revenir un peu sur la macro rapide. Alors là, on va avoir une vision qui va être très très large par rapport à la vidéo d'hier. On est rentré un peu plus dans le vif du sujet. Là, on va être vraiment sur une vision plus large. Prendre du recul, encore toujours penser à prendre du recul. Je veux dire, là, on est en train de préparer un bullrun. Le bullrun, ça dure entre 9 et 18 mois sur une période de 4 ans, d'accord? Donc, c'est-à-dire tous les 4 ans, on a cette fenêtre qui est assez courte, mais qu'il faut préparer pendant globalement 4 ans. Et donc, c'est pour ça qu'il faut prendre du recul par rapport à ça, surtout qu'on se retrouve dans une dynamique où le BTC à l'heure actuelle est face à une récession, ou en tout cas une crise économique suffisamment forte. BTC est né suite à 2008, donc la crise des subprimes, dans lequel forcément on a eu une problématique financière et du monde financier qui était vraiment drastique, et là on se retrouve dans la même typologie, dans lequel on a une macro qui est pas forcément florichon, on a la Chine avec ses gros acteurs qui sont en train de s'enfoncer, qui déposent le bilan, on a une crise européenne d'inflation qui est très forte, qui est très compliquée à gérer en Europe, et à côté on a une crise US qui est vraiment liée à une crise monétaire et une crise bancaire régionale, majoritairement, dans lequel on se retrouve sur un S&P 500 qui fait pas belle tête. Donc on a quand même une masse très forte qui pèse beaucoup sur la crypto en général, crypto étant considéré comme étant un actif relativement risqué, donc là je parle d'un point de vue financier, on terminera aussi sur un point de vue tech par la suite, mais globalement d'un point de vue financier, on se retrouve dans quelque chose qui est relativement risqué. Donc ça veut dire que les produits qui sont composés, même si on en a bien moins qu'avant, mais on sait qu'on est en train de les structurer, voilà, on sait que déjà de base, ces lignes-là ont été supprimées des portefeuilles institutionnels, tous ceux qui ne sont pas dans l'optique d'investir dans la technologie de la blockchain, ça c'est encore une autre discussion. Donc on va parler avant tout déjà, bien comprendre les risques de récession et quelle est ma position par rapport à ça. Et pourquoi je vise des zones très précises. Alors déjà, il faut comprendre que là on a eu donc une accélération baissière, un retracement, on a retracé quasiment 80% du S&P 500, et ensuite on voit qu'on a eu un premier retracement suite à cette accélération, on est en train de retester les 236, ça s'est fait en un mois, donc là on est en monthly, ça s'est fait en 3 semaines, et globalement la dernière semaine a été relativement agressive sur la cassure baissière. Vraiment on a eu une grosse respiration très forte du marché, qui est en même temps logique parce qu'on a eu des mauvaises nouvelles, on a eu de la dégradation de notes, on a l'idée de se dire qu'on va avoir une inflation qui va être persistante, on va avoir une augmentation des taux de la Fed, donc on le sait, et à côté, on a des dégradations de notes de banques américaines qui sont en train d'arriver, donc potentiellement des faillites qui risquent de se mettre en place. Et là, ça fait écho un petit peu à ce que l'on a vécu sur 2007-2008 avec la crise des subprimes, avec les dépôts de bilan, justement, de certains acteurs, etc. Donc là, on a ce marché qui est en train de se dire, ouf, là, on est en train de pricer potentiellement dans 6 mois, quelque chose qui va être un petit peu compliqué. Donc c'est exactement ce qu'on est en train de voir ici. Donc dans 6 mois, on risque d'avoir un complément de nouvelles qui risque d'être relativement fort. Oui, mais aussi on a là, la mise en place de nouvelles, alors ça je vous le répète régulièrement, JP Morgan qui place ici ses shorts, donc globalement on peut être sûr qu'on a certains acteurs institutionnels qui sont actuellement en short en train de nous emmener retester des choses. Et qu'est-ce qu'on va retester? Pour moi, on est en train de retester 204,36, est-ce qu'on va s'arrêter là? Je pense que si on s'arrête là, ce sera juste temporaire, on ira chercher le 382, voire potentiellement le 0,5. On s'arrêtera dans cette box qui se trouve ici, dans lequel on a la zone de résistance qui a tenu pendant très longtemps le travail baissier, la rupture nous a donné cette grosse accélération, donc il serait logique d'aller retester ici le niveau des 4200 que je vous ai donné déjà depuis un certain temps, et potentiellement les 4000 en dessous. Donc la box 4200, 4000 me paraît tout à fait cohérent comme un retracement. Pourquoi cela? Alors là, ça va être vraiment très intéressant, parce qu'on va revenir un petit peu dans le passé, parce qu'on va revenir dans ce moment de 2008, cette crise des subprimes, dans lequel on avait retracé 80%, quasiment aussi, alors on va regarder rapidement, mais je pense qu'on avait un retracement peut-être un petit peu, un chouïa moins. Oui, on n'est même pas au 786, donc un petit peu moins. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a eu un premier retracement. Et on a eu un retracement, chose qu'on n'a pas eu ici, d'accord? Très intéressant de voir. On prend ici retracement de Fibonacci, un classique, hop, mouvement, retracement,
382. Ok. Mouvement plus haut, donc première accélération. Deuxième retracement effectif. On va chercher quoi? Le 382 avec une petite accélération baissière. Donc une petite mèche en dessous. Ok, donc 382. Et donc ça c'est vraiment important parce qu'on est en train de se caler dans une crise qui quand même a des échos de crise financière, structurelle, au niveau des banques, donc quelque chose qui peut être un peu identique, sauf que là, dessus, on avait quand même quelque chose qui était un petit peu plus compliqué, c'est pour ça que ça met aussi beaucoup plus de temps, on voit beaucoup plus d'années dans lesquelles on a ces retracements, avec une respiration qui est beaucoup plus longue, parce que globalement, on avait tout le marché immobilier qui était aussi très très mal au point. Et donc là, on se dirige dans quelque chose qui pourrait être un peu dans la même idée. Donc globalement, on pourrait se projeter sur une fin d'année, d'accord, une fin d'année, voire même potentiellement un novembre, pas un novembre, dans lequel on va avoir 1 mois, 2 mois, voire potentiellement 1 mois de retracement ici ou 1 mois de retracement ici. Donc là on finit août, on va avoir septembre, on va avoir octobre, et potentiellement novembre, on devrait être dans cette zone-là, pour préparer potentiellement soit une zone de ranging, soit donc une neutralité, avant de pouvoir avoir un nouveau flux, soit un nouveau flux qui commence tout de suite si jamais on a des bonnes réactions et un marché qui est en train de se structurer à la hausse. Donc pour moi, on est dans quelque chose où on est préparé à avoir du FUD pour alimenter le short, pour aller se trouver dans ces zones de retracement effectif. Est-ce que pour moi, on va se retrouver dans une grande récession qui va nous emmener avec une cassure plus bas? Absolument pas, et on n'est pas du tout dans cette démarche-là, et on ne le saura absolument pas. La démarche qui est en train d'être effectuée par la Fed et par Powell est relativement mesurée, l'économie américaine retient quand même très fortement l'augmentation des taux. On pensait avoir une cassure tout de suite, je pense qu'on aura une cassure à un moment donné pour entraîner un pivot qui va être un petit peu plus rapide, mais on va avoir une simplification ici de la respiration. La seule interrogation que l'on pourra avoir, c'est la représentation de la Chine. Représentation de la Chine, oui, on a une économie qui est en train d'avoir beaucoup de mal, mais à côté, on se retrouve avec un DXY, donc qui est la représentation du dollar par rapport à un ensemble de devises, qui est dans une zone de ranging. Donc, qui veut dire que ici, on n'est pas dans un retracement pour aller chercher plus haut, on n'est pas dans un retracement pour aller chercher plus bas, on est ici dans une zone de neutralité. Il faut bien comprendre que là, on est dans une zone de neutralité parce que on a la mise en place ici de nouvelles qui sont en train de se faire avec le lancement d'une nouvelle monnaie qui va être liée au BRICS et donc portée principalement par la Chine et donc potentiellement un dossier alors dans lequel on devrait avoir des nouvelles dans les jours qui arrivent, voire semaines, voire mois qui arrivent. D'accord, dans lequel potentiellement, ici on aura une résolution, soit à la hausse, soit à la baisse du dollar américain, qui risque d'influencer pas mal de choses, et notamment le S&P 500. D'accord, donc et aussi les cryptos dans le général sur le plus long terme. Mais la Chine, pour moi, oui, l'économie, elle est peut-être plus compliquée à gérer structurellement, mais elle est en train de se créer un cercle économique autour des BRICS, dans lequel on va peut-être avoir une respiration qui va être peut-être beaucoup plus forte, et donc derrière, une économie mondiale qui va être portée par ça. À côté, et justement, qui pourrait donner un second essor aussi à l'économie US, qui va reprendre du poil de la bête, parce que l'économie US est vraiment dépendant de la fluctuation de l'économie mondiale. Ce qui est plutôt, en même temps, logique. Et donc, là-dessus, comment on peut se statuer par rapport au BTC? Pour répondre à cette question, je pense qu'il faut aussi, encore une fois, prendre un petit peu de recul. Avec le BTC, on prend une vision en monthly sur le mouvement aussi que l'on a eu et où est-ce qu'on se retrouve tout simplement au niveau de Fibonacci. On rappelle que sur la loi de Dow, on a quelque chose d'assez simple, on a le 0,5 et on est en dessous du 0,5. Ici, on est en premium, ici on est en discount, ici on est dans une zone ici de surachat, ici dans une zone de survente. Quand on est en dessous, on achète, quand on est au-dessus, on vend. D'accord, c'est le principe des cycles dans lequel on va passer de premium en discount, de surachat en survente, et ainsi de suite. D'accord, donc on est toujours en dessous du 0,5. Très important. D'ailleurs, le 0,5 et 618 correspondent à la zone de résistance très forte, qui a été support durant cette cassure baissière, qui a été support durant la première vague de baisse que l'on a eue avant d'avoir Terra Luna. D'accord, donc là, on a vraiment cette zone qui un impact très très fort au niveau du prix. Mais ce qu'il faut aussi considérer, c'est qu'on a déjà retesté le 786, et qu'on a ici potentiellement la mise en place d'une respiration. Et si on regarde le mouvement que l'on a eu sur le cycle précédent, c'est le même principe. On a une accélération, une respiration, avant d'avoir la mise en place du bull run. Et ça c'est quoi? Ça, si vous avez regardé la vidéo d'hier, vous retenez, c'est un range. Donc potentiellement, nous sommes dans une forme de range, ici avant d'avoir une respiration, et d'avoir en 2024, la mise en place du prochain bull run avec l'accélération haussière et le halving. Donc là, il faut juste reprendre un petit peu de recul par rapport à ça. Et il faut regarder aussi le RSI. Actuellement, on a eu un rebond du RSI effectif dans lequel on est repassé par-dessus. Et là, potentiellement, en fonction du mois que l'on va avoir et du mois suivant, on pourrait repasser en dessous, ce qui serait vraiment pas positif, ce qui, ici, impacterait pas mal. Quelle est la différence entre là et là? Bah, très clairement, c'est l'aspect de l'économie mondiale. On est dans une économie qui est
proche de la récession, en général, donc récession mondiale, pas que les US, hein, bien que les US tiennent plutôt bien, et donc, en plus, avec une forme de FUD constant sur le fait que l'économie va bien, l'économie va pas bien, l'économie va bien quand on a besoin de shorter, et l'économie va pas bien quand on a besoin, justement, d'accentuer son short, et ensuite, potentiellement, prendre donc cash out, où on dira, quand on arrivera à des nouvelles de JP Morgan disant que on est catastrophiquement enfoncé et qu'il n'y a pas pire, bon bah globalement on sait que là ils sont en train de prendre leur profit pour les sell-out, et donc ce sera le moment d'acheter, et ce sera le moment d'acheter dans la peur, et c'est toujours le même principe, d'accord? On vend dans les moments d'engouement, et on achète dans les moments de peur. N'oubliez pas, ici ce retracement, sur achat, sur vente, c'est le même principe. Ici, engouement, FOMO, ici, grid, ici, peur, donc vraiment symptomatique. C'est dans les zones d'achat, dans les zones de vente que l'on travaille. Alors, pour ça, on va s'enfoncer un petit peu plus. On va regarder cette fois-ci en weekly. Weekly, en plus sur le CME, dans lequel on a les gaps, donc pour avoir une belle vision, et c'est quelque chose que je vous montre déjà depuis un certain temps, dans lequel on a justement cette accélération haussière, la mise en place de l'accumulation de coches, je vous en parle régulièrement, on va aller très vite dessus, mais globalement, on est dans cette pattern où on a fait cette rupture haussière, on est en train de retester une fois, et on est en train de retester une deuxième fois. Pour moi, c'est tout à fait normal d'aller retester cette zone de rupture dans laquelle on met fin, en fait, à une zone de ranging baissière avec derrière une surextension suite à FTX, donc classique, hein, ranging, surextension, ici manipulation, et donc réaction du prix haussière derrière. Donc on est en train de retester cette zone de ranging. Est-ce qu'on la tient, et à ce moment-là on va aller chercher plus haut pour aller chercher justement le gap baissier et potentiellement ici avoir un rechargement de sell. Donc là oui on aura vraiment une peur pour aller faire quelque chose baissier, d'accord? Soit on réintègre le range, et donc à ce moment-là on va aller chercher les zones inférieures, potentiellement ici, la zone de milieu ici, voire ici aller retester la partie basse. Mais pour moi ma stratégie elle reste toujours pareille. D'accord? J'ai ma zone de résistance. Ici, je suis toujours dans une forme de range, et donc potentiellement, je vais toujours aller chercher haussier, parce que j'ai toujours pas d'invalidation de cette partie-là. J'ai ma divergence baissière qui est bien présente en weekly, qui est en train de s'activer, on est en train de la voir. Ici, on est repassé en dessous du 50, donc ça sous-entend pour moi que ce lot va sauter, et qui est en train de me dire que potentiellement, ce lot, ici, n'était pas protégé. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, quand on regarde pareil en daily, mais cette fois-ci avec une vision vraiment, donc on continue à rentrer, hein, avec une vision de la totalité du market cap, donc qui n'est pas liée purement au CME, donc on n'est pas dans les futurs, on compte le samedi et le dimanche dans les ouvertures. Et au niveau du RSI, qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans ce lot ici qui a été effectué, on n'a pas eu un RSI qui est rentré dans la zone basse, on n'a pas eu un RSI qui est allé dans cette tendance de chute de momentum effectif, d'accord? Et d'ailleurs, quand on regarde ça, on se dit qu'on a une très belle divergence haussière. On a une très très belle divergence haussière. Donc pour moi, ça sous-entend que ici, c'est loin d'être baissier. C'est pas parce que court terme, je vois une respiration que je suis baissier. Très loin de moi cette idée. Je suis même très bullish. J'attends en fait cette respiration. Pourquoi on stagne dans ces zones-là? On stagne dans ces zones-là parce que tout simplement, on est dans un momentum où personne veut acheter à ces prix-là. Personne ne va acheter à ces prix-là, dans un moment où on est à court de liquidité, dans un moment où on est dans une peur récessionnaire, bon, on doit aller chercher des prix plus attractifs, et c'est exactement ce qui est en train de se passer, c'est de la dynamique de prix classique, d'accord? Donc on est en train d'arriver dans une dynamique beaucoup plus simple. Et donc, pour moi, ce lot n'est pas protégé, donc pour moi, en effet, on peut faire une réincorporation qui pourrait aller retester ce lot précédent, qui, quant à lui, est bien protégé, parce qu'il est bien aller dans cette notion de momentum. Donc pour moi, j'ai tendance à vous dire que la rupture, enfin le vrai lot qu'il ne faut pas casser, c'est 19-20 000. C'est pour ça que ici, le gap, contrairement à ce que certains analystes disent en général, n'est pas un gap de rupture, pour moi, et plus un gap de respiration, appelé à être ici comblé, et que j'attends déjà depuis un certain temps. Je vous rappelle que ici, moi, j'ai ma reload zone qui est présente. J'ai conscience qu'on a un appel de prix qui est un peu plus bas, j'ai un appel de prix qui est un peu plus bas, j'ai ces idées-là, je les ai toujours, je les garde en tête, mais pour moi, ce n'est pas validé. Pour moi, le scénario là le plus probable reste ici, soit ici un rebond sur les 25 200, soit si rupture des 25 200, retest cassure, on va chercher les 20 000, 22 000, dans lequel on va combler le gap, respirer, faire une accumulation, et repartir, d'accord? Avec potentiellement ici une temporisation pour avoir un truc qui se fait comme ça, et une cassure baissière, d'accord? Donc vraiment, prendre le temps, encore une fois, hein, on n'oublie pas que le halving se trouve ici. Avoir quelque chose avant le halving me paraît compliqué, au vu de la macroéconomie globale et de la peur qui a été mise
pour rappel, dans le marché ici. C'est pour ça que j'ai commencé par ça, pour bien comprendre l'environnement dans lequel on est en train de graviter, et comprendre que ici, bah, potentiellement, on est en train d'avoir une opportunité très forte, une opportunité d'aller recharger sur beaucoup de choses, Et pourquoi je vous dis qu'on a encore de la marge pour aller descendre? Et pourquoi on n'a pas forcément beaucoup plus de marge pour aller chercher plus bas? Moi, c'est la représentation ici de la liquidité du marché. D'accord? Je vous ai expliqué que pour moi, la zone de 0,12 me paraît tout à fait cohérente pour avoir une dernière jambe baissière. Ok. Mais si on dézoome un petit peu, on va en monthly, d'accord? Toujours dézoomer, et qu'on est en train de regarder là, le retracement qu'on est en train d'avoir. On voit qu'on a toujours cette accélération, grosse crise que l'on a vécue, zone de neutralité, et donc pour moi, la rupture de la zone de neutralité, c'est la rupture des 0,12. Donc là-dessus, si jamais on casse le retour de la neutralité que l'on pourra avoir, donc ça veut dire... Parce que là, en fait, il y a deux possibilités. C'est soit on se retrouve... Hop, je retrouve pas mon petit pinceau, voilà. Soit on se retrouve dans une rupture haussière, et donc là, ça voudrait dire que, si on prend l'exemple que l'on a eu, c'est une conversion de la liquidité. Oui, donc ça veut dire qu'on a les assets qui sont en train de diminuer, les personnes sont en train de vendre pour avoir plus de liquidité pour acheter plus bas. Mais il y a aussi un autre scénario, ça sous-entend que ici, si jamais on a une rupture de cette zone-là, on pourra avoir un retour de la liquidité extérieure, d'accord? Parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a deux choses qui déterminent ça. Il y a la liquidité intrinsèque, donc dans un réseau fermé, c'est-à-dire dans le réseau des cryptos. Si je vends un BTC en USDT, je crée de la liquidité, mais j'ai aussi, si jamais j'ai des euros ou des dollars, je les crée en USDT, je crée de la liquidité. D'accord? C'est les deux, c'est les injections de liquidité plus la création de liquidité intrinsèque. Et pour moi, cette injection de liquidité, on est dans une zone ici de potentielle rupture qu'on est en train de se diriger, et ça va être un signal qui va être très fort, et qu'il faut pas oublier. Pour moi, le signal très fort, ça va être une nouvelle fondamentale qui va arriver, dans lequel on va avoir l'injection de liquidité extérieure, transfert en dollars vers de la crypto, dans lequel on peut avoir une injection de liquidité liée par exemple à la validation d'un ETF spot BlackRock, dans lequel on pourra avoir des injections de liquidité. Alors il n'y aurait pas que BlackRock, il y aurait tous les autres qui arriveront, mais est-ce que ça va arriver demain? Non, je ne pense pas. Je pense que ça va prendre du temps pour se mettre en place. Clairement, la SEC est en train de nous faire un cinéma pas possible avec l'ensemble des cryptos. Je ne les vois pas accepter un ETF spot BTC. Enfin, pour moi, on est quand même relativement loin. Donc, il faut prendre du recul par rapport à ça. Je pense que ça arrivera pas forcément en septembre. Il y a, pour moi, à peu près 20% de chances que ça arrive en septembre. Ça arrivera beaucoup plus sur l'année prochaine. On va terminer ici cette cassure baissière, hein. On finit la respiration baissière au niveau du marché américain, et ensuite, à ce moment-là, on repartira. Pourquoi? Parce que là, si on a une cassure baissière et donc derrière une peur au niveau de la banque, bah c'est pas au niveau du BTC qu'on va donner la possibilité aux gens d'investir, d'accord? C'est tout à fait logique. Compte tenu de cette réflexion, la SEC ira vraiment freinera avec les 4 freins, avec les 4 fers, pour justement ne pas avoir ce scénario-là, ne pas avoir quelque chose où on a de l'injection de liquidité, donc un BTC qui va péter à la hausse, au moment où on a une crise bancaire aux US, d'accord? C'est tout à fait normal. Et au niveau de la partie tech, au niveau de la totalisation de la market cap des cryptos, qui représente pour moi la partie tech, alors même s'il y a 50% de BTC, ça empêche que c'est une bonne représentation. Je vais pas chercher le total 3, mais globalement, on peut avoir cette représentation-là, même total 2. On pourrait même aller faire la total 2, mais pour moi, c'est bien dans cette idée-là. Pour moi, on est dans une forme de ranging, là ça se voit bien, ça se voit vraiment beaucoup mieux que sur le BTC uniquement. On voit qu'on est dans une zone de ranging. Pour moi, on a le milieu de ranging qui se trouve potentiellement dans cette zone-là. Donc on a un petit gap baissier dans lequel on pourra avoir en effet cette structuration pour aller chercher les 22 000, d'accord? Donc encore une dernière jambe baissière qui serait tout à fait cohérente par rapport à ça, pour ensuite potentiellement faire un rebond. Donc là on aurait la mise en place d'une structure classique pour faire une rupture et ensuite partir à la hausse, dans lequel on aurait une respiration, d'accord? Pourquoi je parle de la partie tech? Parce qu'il faut pas oublier que le BTC, je présente souvent le BTC, parce que pour moi ça reste toujours le leader. Mais derrière, on a toute la partie crypto, c'est pour ça que je vous présente toujours des vidéos sur des projets, parce que pour moi c'est important, parce que derrière c'est une technologie qui est très très forte, et comme toute phase de technologie, on se retrouve dans une dynamique où on va avoir des cycles effectifs qui sont en train de se faire. Et là, clairement, le fait d'avoir une réglementation qui est en train d'arriver sur autre chose que le BTC, d'accord, donc à travers ce qui est en train de se préparer au niveau du gouvernement américain, va faire que on va avoir une deuxième instanciation de cette partie tech, dans laquelle il sera beaucoup plus simple d'investir, et surtout beaucoup moins risqué, en termes juridiques, d'investir. Et donc là-dessus, on risque d'avoir un apport de capitaux très fort, à partir du moment où on aura un retour de liquidité. C'est le même principe, on n'oublie pas qu'on a les taux de la Fed vont mettre du temps avant de se stabiliser et avant de faire une dégression. Et plus on va diminuer, plus on aura des apports de liquidité. Et là-dessus, pour une société, il y a deux façons de pouvoir emprunter. Il y a la façon classique, donc je vais à ma banque
toc toc toc, excusez-moi, je voudrais un prêt. Oui, mais alors monsieur, là actuellement c'est 6% pour votre prêt, ou ça va être compliqué, je vais pas pouvoir emprunter, et ça va être, bon bah à ce moment-là, je vais me tourner potentiellement vers des VC, donc vers des fonds d'investissement, pour pouvoir récupérer de la liquidité. C'est le même principe, c'est exactement cette opportunité qu'on est en train d'avoir là. C'est cette opportunité que l'on est en train de vivre, qu'on est en train de nous donner. Si jamais on casse dans cette zone-là, il ne faudra pas avoir peur, il faudra justement tenir à son plan et acheter la peur. Il va falloir acheter la peur. Dans toute cette zone ici, d'accord, il va falloir acheter la peur. Et ouais, je fais très bas, parce qu'il faut comprendre que même si l'idée que j'ai généralement de ce qui va se passer, c'est une des probabilités. Je suis préparé à aller acheter dans une zone 3, dans une zone 2 et dans une zone 3. J'ai les moyens, j'ai le cash pour pouvoir le faire, et j'ai gardé exprès le cash. Globalement, personnellement, ici, je n'ai pu exposer. J'ai diminué mon exposition dans ces zones-là. J'ai un short qui court déjà dans cette rupture. Vous savez, si vous suivez la quotidienne, je vous ai présenté mon setup que j'ai mis en place par rapport à ça. Donc, je suis couvert dans cette partie-là, et je suis prêt, en fait, à aller saisir cette opportunité. Alors que les gens qui ont acheté dans cette partie-là, sans avoir un contrôle de risque ici, bon bah là, ils vont être sous l'eau. Déjà, ceux qui ont acheté ici sont totalement sous l'eau, parce que là, on a eu tout le monde qui pensait avec le breakout, d'accord? Donc on a beaucoup de personnes qui vont être sous l'eau, donc ils sont en train de capituler. Et les personnes qui ont acheté ici en long, qui sont fait rec tout simplement avec un long squeeze, et quand on va réincorporer les 25.2, si jamais on réincorpore les 25.2, bon clairement, là-dessus on va avoir une grosse capitulation générale, parce que les personnes vont dire que ça y est, potentiellement on va aller chercher beaucoup plus bas et on va casser très bas, alors que potentiellement on pourrait tout simplement aller faire un retest ici, repartir là, et donc là par contre on aura une capitulation de tous ceux qui étaient ici, d'accord, et tous ceux qui sont mis à shorter ici, on aurait un short squeeze pour aller chercher plus haut, d'accord. Donc là on aurait vraiment ce setup un petit peu parfait, et si jamais on s'enfonce, bon bah clairement ceux qui ont acheté ici, pareil, vont capituler, et donc cette capitulation va entraîner une cassure baissière, et on le voit bien, de toute façon dans tous les cas ici, on le voit bien ici, que les gens, là, dans cette partie-là, ont pris les profits, ont arrêté en fait leur position. On voit qu'ils sont en train de reconstruire des positions, mais c'est pour l'instant, pour moi, c'est juste temporaire, on en rediscutera dans la quotidienne de demain, mais ça reste que temporaire. Là, moi, ce que je retiens, c'est que je suis en train, tout simplement, de tenir mon plan. On arrive dans une zone dans laquelle les gens vont avoir peur, dans laquelle on va avoir des opportunités. C'est dans la peur que l'on construit des opportunités, c'est dans la peur qu'on réagit, et c'est pour ça qu'il faut contrôler ses émotions, et ce moyen de contrôler ses émotions, c'est pas en faisant du yoga, c'est en ayant un plan, que ce soit écrit, statué, écrit devant, et même vous le collez devant votre écran, hein, vraiment juste au-dessus de votre écran pour le voir, vous y avez votre plan, de façon à ce que peu importe l'émotion que vous allez avoir, vous serez capable de réagir, et c'est exactement ce qu'on est en train d'avoir maintenant. On se prépare soit au rebond au 25.2, soit à la cassure, et on doit être prêt, quoi qu'il arrive, pour saisir les opportunités que l'on pourrait avoir. Ce sera tout pour ce dimanche, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et en me faisant un petit like, ça me fait toujours très plaisir. Et si vous aimez mon contenu, c'est très simple pour me soutenir, parlez-en autour de vous, partagez, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez me faire. Et on se retrouve demain à 7h pour la quotidienne. Et oui, on n'arrête jamais, parce que le marché n'arrête jamais, et c'est qu'on a ces moments-là qu'on doit se préparer, et c'est pour ça que je vous accompagne durant tous ces moments.